Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Live. Aujourd'hui, moi et Simon, on est fiers d'accueillir les fondatrices de Agence Nano. Aujourd'hui, les filles, vous avez une capsule bien spéciale qui parle d'infolettres. Je pense que c'est bien ça? Exactement. On va vous parler de l'importance, en fait, de faire des infolettes. Premièrement, à quoi ça sert des infolettes? On peut penser que c'est un peu désuet aujourd'hui, que c'est plus vraiment d'actualité, mais non, au contraire, c'est encore très, 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 très pertinent d'en faire. Donc, premièrement, que ça sert? Ça sert à vendre, en fait. Ça va créer une connexion avec le client plus personnelle. Tu sais, tu peux dire bonjour Noémie, bonjour Simon, bonjour Hubert, ou tu as acheté ce produit-là la dernière fois, tu devrais être intéressé par ce produit-là, etc. Donc, ça peut créer une proximité avec ton client. Donc, le client va se sentir super important. Ça peut aussi définir ta relation avec ton audience. Donc, justement, créer des liens avec eux, créer comment qu'on va leur parler, etc., parler de tes valeurs, ton approche, etc. Puis, on peut parler des nouveautés. Donc, c'est vraiment un canal de communication intéressant pour partager des nouvelles choses. Puis, les gens, c'est pas intrusif non plus comme canal versus les médias sociaux. Tu sais, les gens sont peut-être pas nécessairement prêts à entendre parler de ta nouveauté parce que, je sais pas, ils sont dans le métro, peu importe, attendent l'autobus, etc. Versus quand ils prennent le temps de lire l'infolette, c'est qu'ils sont vraiment concentrés à lire le message que tu veux leur partager. Donc, c'est super intéressant puis c'est un super canal de communication à avoir. Ensuite, on va vous expliquer si elle est pertinente. Donc, roulement de tambour. Oui, l'infolette est toujours pertinente, en fait. Donc, c'est sûr, c'est certain que le contenu qui va être publié dans l'infolette doit être pertinent à l'audience. Donc, si c'est le cas, alors oui, l'infolette est pertinente et c'est une très bonne stratégie marketing encore aujourd'hui. Donc, à annexer avec d'autres stratégies, évidemment. Donc, il faut aussi donner une raison, en fait, aux gens de s'abonner à votre infolette. Donc, si c'est parce que vous donnez des trucs et astuces, bien, allons-y avec cette raison-là. Mais de s'assurer, dans le fond, de toujours rester pertinent dans le contenu que vous publiez. Oui, l'infolette est une bonne stratégie. Mm-hmm. Je pense qu'il y a certaines statistiques pour savoir si je pense que c'est pas 100% des gens qui ouvrent. Nous, on a une infolettre d'ailleurs. Allez vous abonner. Et 16 000 membres. Ouais, c'est ça. Quand même, c'est très bon. Ça va bien, mais tu sais, c'est beaucoup de recherche quand même. Le temps que tu mets pour une infolettre, c'est énorme. C'est des heures et des heures là, de recherche. Juste après, mettons, quand on se recorrige, mettons le samedi avant de l'envoyer, donc on l'envoie le dimanche, on se recorrige, je relis, là, je change des mots. C'est quand même du temps. Est-ce que ça en vaut la peine finalement? Oui, vraiment beaucoup. Honnêtement, les statistiques, ben, c'est sûr que c'est plus facile à calculer quand tu vends un produit, combien d'argent que tu as fait, etc. Mais honnêtement, les personnes qui ont des e-commerce puis que nous, on fait des infolettes pour eux, c'est fou l'argent qu'ils font avec une infolette. L'avantage aussi des infolettes, c'est que tu peux créer beaucoup de séquences de courriel automatisées. Donc ça, c'est une mine d'or, dans le sens que c'est quelque chose que tu vas créer une seule fois. Puis après ça, c'est automatique. Fait que ça va s'envoyer automatiquement au client. S'il a acheté, s'il n'a pas acheté, etc. On peut vraiment en faire plusieurs types de séquences. Donc, c'est vraiment non négligeable. Là, honnêtement, c'est de l'argent laissé sur la table. Oui, non, on le fait pas. Oui, exactement. Donc, chaque entreprise a sa raison d'être de faire une infolette. Nous, par exemple, on est une entreprise de service. Vous autres aussi. On en a des infolettes. Pourquoi? Parce qu'on veut annoncer quelque chose à nos clients, on veut leur partager des trucs et astuces, on veut leur partager... on veut rester dans la tête, des clients, parce que justement, ben, un peu comme vous, si le client ne convertit pas tout de suite à acheter votre formation, ben, ça se peut que dans la 3, 4, 5, 6e infolette qu'il reçoit, ben là, il va convertir. Donc, c'est de rester dans la tête de nos clients potentiels. Exact. Parfait. C'est nice. J'avais une question, puis je vais faire ma Christina que j'ai oubliée. Mais c'est quoi la fréquence, admettons, des infolettres qu'on devrait envoyer? Est-ce que c'est une par mois, une par semaine? Ça dépend vraiment de c'est quoi que tu as à dire. En fait, je pense que si tu n'as rien à dire, honnêtement, t'es mieux de pas d'en envoyer. C'était une question de pertinence, j'ai l'impression. C'est ça, exactement. Si tu vends des produits, ben là, peut-être que tu peux en faire un petit peu plus parce que tu peux parler d'un produit différent à chaque semaine, par exemple, ou peu importe, versus si c'est une entreprise de service, puis comme là, il ne se passe rien vraiment comme spécial que tu as envie de partager, ben là, tu es mieux de dire « Ah, bon, ben je vais sauter cette semaine-ci parce que, ça sert à rien, j'ai rien à dire. » Donc, tant que tu as quelque chose à dire, ça peut être intéressant à partager. Si tu n'as rien à dire,
Partage rien. Puis j'ai retrouvé ma question. Donc là, je fais plus ma Noémie, c'est-à-dire de me souvenir. Mais est-ce que ça, mettons, bon, c'est pertinent, on le sait, j'ai aucun talent d'écriture, c'est pas vrai. Mais mettons, fictivement, est-ce que vous pouvez écrire les infolettes pour les entreprises avec l'agence Nano? Oui, ben oui, nous, on en fait beaucoup pour des clients. Puis ce qui est super le fun, c'est que justement, tu sais, des clients que, par exemple, on va s'occuper de leurs médias sociaux. Ben, tu sais, nous, après, on sait qu'est-ce qui va se passer sur les médias sociaux. Donc, tu sais, de créer une synergie aussi au travers de tout ça, que, tu sais, le client qui nous voit soit sur le site web, les médias sociaux, publicité, infolette, tout de suite, en un clin d'œil, il sait, ah, ben oui, ça, c'est tel client. Je le reconnais. Parce qu'on suit leur branding. C'est ça. Évidemment. Exact. Bien important. Qu'on a parlé dans l'épisode. Exact. Super important. Puis j'ai une autre question encore, désolé. Ben, vas-y. Mais est-ce que vous allez nous parler des séquences de courriel ou vous allez juste nous laisser sur notre fin? Ou est-ce que vous allez faire un jour une capsule sur la séquence de courriel? Ben, on peut vous en parler, là, en fait, en ce moment. Et en fait, il y a. Tu veux y aller? Il y a plus. OK, vas-y. Bon, ben, il y a plusieurs séquences de courriel qui peuvent être faites. On a quelques idées ici. Donc, ce qu'on appelle la Welcome Series. Donc, souhaiter la bienvenue à vos nouveaux abonnés, par exemple. On peut envoyer peut-être entre 1 à 3 courriels. Comme Noémie expliquait, donc, on les programme de façon automatique. Donc, une fois que la personne s'abonne à votre infolette, elle le reçoit. Vous programmez, par exemple, 2 heures après, 2 jours après, elle reçoit les courriels qui sont planifiés. Chacun avec un objectif différent. Peut-être vous cachez un code promo dans un courriel. Si la personne n'a pas ouvert le courriel précédent, ben, elle n'a pas accès au code promo du courriel suivant, par exemple. Il y a aussi la séquence remerciement après achat, donc surtout pour un e-commerce, donc de remercier les gens une fois qu'ils ont fait un achat, leur demander peut-être de laisser des commentaires sur les produits qu'ils ont reçus, de lui proposer des produits connexes avec ce que la personne a acheté, ça peut toujours bien fonctionner. Sinon, il y a la séquence réachat. Donc, par exemple, pour des produits de beauté, si par exemple, on estime qu'un gel douche va durer 2 mois, ben, après 2 mois, lui envoyer un courriel ton gel douche doit être vide. Voici un code. Clique ici pour le racheter ou Exactement. peu importe. Exactement. Donc, séquence de réachat. Donc, encourager le réachat. Panier abandonné. Donc, un classique. Donc, vous mettez des produits dans votre panier, vous quittez le site web, vous recevez un courriel quelques heures après qui vous donne peut-être un produit de plus gratuitement, la livraison gratuite, par exemple. Donc, encourager encore une fois l'achat de plus de produits le plus souvent. Plus. C'est toujours plus. Acheter. Ouais. C'est souvent ça qui va convaincre justement les gens. Une séquence aussi qui est populaire, c'est les clients VIP. Donc, d'aller chercher donc dans votre boutique en ligne, par exemple, les clients qui ont dépensé le plus, puis leur offrir une séquence d'infolettes seulement à eux, par exemple. Puis, comme nous m'expliquait, donc une fois que c'est en place, ben ça se génère automatiquement de l'argent. Là, c'est ça qui est super puissant avec les séquences. Oui. Puis, on l'a vu, en fait, pour des clients, justement, qui n'avaient pas en place des séquences de courriel, combien d'argent qu'ils perdent, puis c'est quand même astronomique. Là, honnêtement, c'est un très bon investissement de temps. Côté coût-bénéfice, c'est vraiment à ne pas négliger. Là, c'est fou l'argent qu'on à faire une seule fois, surtout, là, versus les réseaux sociaux qui... C'est ça, exactement, oui. Mettre en place une fois. On a des statistiques aussi pour vous. Ouais. Donc, quoi regarder après l'envoi? Donc, le taux d'ouverture se situe entre 15 et 30 %. Donc, 30 % c'est excellent. Vous, est-ce que vous savez c'est quoi votre taux d'ouverture? Entre 30 et 50. Ouais, wow, c'est super bon. De ce qu'on m'a dit, c'est que avec Apple ou je sais pas trop quoi, on peut pas tracker. Il y a certaines qui traquent pas l'ouverture. Je sais pas si ça se peut. Ouais. Donc, en fait, on serait un petit peu plus haut. Exact. Donc là, j'étais comme, OK, là... C'est très bon. Ça veut dire que Ça vous fonctionne. y allez direct dans le mille, que vous ciblez vraiment votre clientèle, vous leur parlez de choses qui les intéressent, puis tout. C'est très, Puis ils les attendent, ça veut dire. Ouais. Tu sais, d'une semaine à l'autre, là, ils attendent de recevoir l'infolette. Là. Parce que Absolument. 30 % ce serait censé être bon. Ouais. On était à 50 ouais. en C'est moyenne. que c'est 50, c'est excellent. C'est très Des fois qu'on était un peu... Quand j'étais en retard, quand je l'écrivais, des fois, je recevais un message. Ouais, Hey, c'est l'infolette n'est pas encore... Ah ouais? J'en serais pas long, je corrige Voilà. les fautes. C'est ça. Fait que c'est ça, le monde l'attend Ouais. vraiment. Ouais. Fait que ça, c'est le fun. Là. Vous avez bâti quelque chose de vraiment exceptionnel. là. Vraiment très cool. Un taux de clic entre 2 et 5 %, ça serait la moyenne. Donc, habituellement, on va viser évidemment le 5 % Vous, est-ce que vous êtes un peu plus haut que ça? Je ne le sais pas. On est entre 5 et 7. Okay. Excellent bon, aussi. très bon. Mais c'est sûr que si vous n'avez pas de bouton, on va pas vraiment calculer le taux de clic, mais avec des boutons, ça aide à Il va prendre des l'augmenter. notes. On va aller voir. Ouais. C'est sûr, je vais aller voir ça. Puis sinon, pour le taux de désabonnement, donc on vise à moins de 2 % par infolette, évidemment. On est à 80, quelque chose comme ça. 80 ça va. T'envoies 2 emails, t'as plus de liste. C'est ça, c'est comme... Qu'est-ce qui se passe-t-il? Puis vous le voyez avec votre audience, là, justement, en regardant ces statistiques-là, si elle est intéressée à vous suivre, si elle est intéressée à ouvrir vos infolettes. Donc,
pour n'importe qui écoute, dans le fond, de juste suivre les statistiques, ben, ça va aider à avoir, c'est ça, une idée. Cool, tu vois, comme là, on avait envoyé, mettons, un podcast avec Maxime Talbot en primeur, on a 49% open. On avait envoyé une liste de FNB, 56%. Un autre podcast à 52%. Sinon, c'est toujours au-dessus de 30%. 39, 37. Excellent. 39, 49, 40, 37. Donc, c'est quand même bien, je suis content. Ouais. Puis après, on pourrait regarder les stats plus en détail. Le taux de clic, on ne le voit pas nous ici, mais on pourrait. Qu'est-ce que vous utilisez comme plateforme? On a Substack. Mais on va changer pour Beehive, OK. qui est comme un compétiteur, là, plus. Mais ouais. On avait 3 plateformes justement qu'on voulait partager peut-être pour les gens si jamais les infolettes, on a réussi à les convaincre d'en faire. Oui. Oui, c'est oui, là, pour vrai, c'est quand même. Nous, c'est un peu comme ça qu'on a c'est dans le fond qu'on est né, là, c'est à travers une infolette. Là, puis après ça, ce qui est le fun, la beauté de la chose d'une infolette, c'est que c'est un feedback direct des gens. Fait que souvent, après ça, pour créer nos premiers produits, ce qu'on a fait, c'est vraiment demander aux gens dans l'infolette, « Hey, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse? » Puis là, de fil en aiguille, le bootcamp est né, les outils d'épargne, etc., etc. Fait que c'est un super beau moyen de communication, là, encore de nos jours, en 2023. Vraiment. Il y a encore des gens qui lisent des courriels. Oui. On a le logiciel, en fait, Klaviyo. On en a parlé un petit peu ensemble. Donc, ça, justement, c'est excessivement puissant pour le e-commerce. Donc, c'est avec cette plateforme-là qu'on peut faire énormément de séquences de courriels automatisées. Très, 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 très user-friendly, là, honnêtement, même si c'est la première fois que tu en fais ou que tu n'as pas vraiment de connaissances là-dedans, tu vas être capable de t'adapter à la plateforme. Très custom. Puis, on peut vraiment aller cibler qu'est-ce que notre client fait. Donc ça, encore là, c'est super pertinent quand tu as un e-commerce d'aller voir ton client, qu'est-ce qu'il aime dans ton entreprise, où est-ce qu'il se situe, et combien de temps qu'il va sur ton site web, combien de temps qu'il passe aussi sur ton site web. Tu sais, si justement, après 30 secondes, il se désengage, ben c'est peut-être parce que qu'est-ce que tu offres, il n'est pas intéressé. Donc, tu sais, c'est vraiment des datas super, super intéressantes. Faire des segments d'audience aussi. Oui, exact. Ça peut être très pratique. Donc, des segments clients qui ont visité le site qui n'ont pas acheté, clients corpo, clients B2B. Tu sais, dans le fond, c'est tout dépendamment de l'entreprise, ben, d'avoir des audiences différentes. On va leur parler différemment à ces audiences-là. On va leur promouvoir, on va leur présenter les produits de façon différente là, à chacune des audiences. Oui, puis ça, c'est une des forces aussi des infolettes, c'est que tu peux beaucoup segmenter ton audience. On l'a pas mentionné tantôt, mais justement, tu sais, si la personne qui a déjà acheté, celle-là qui n'a jamais acheté, celle-là qui a acheté 10 fois, celle-là que c'était une entreprise de service, celle-là qui, mettons, qui te suit, mais qui n'a jamais fait affaire avec tes services, etc. Fait qu'on peut envoyer plusieurs types d'infolettes parce que c'est plusieurs types de clientèle ou de clients au final qui n'ont pas tous nécessairement les mêmes besoins. Donc, ça, c'est très puissant aussi comme outil. Génial. Oui. Sinon, le deuxième logiciel, c'est ConvertKit. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, très puissant aussi. Super le fun. Surtout pour les entreprises de services, je dirais. Nous, personnellement, c'est lui qu'on utilise. Qu'on utilise. On l'aime bien. On peut beaucoup segmenter l'audience, en fait, beaucoup plus que sur Klaviyo. Donc, on peut mettre ce qu'on appelle des tags sur un client. Donc, par exemple... Donc, par exemple, justement, tu sais, il a pris un appel découverte avec nous ou il n'a pas encore réservé d'appel, mais par exemple, il suit notre infolette, etc. Donc, là, on peut aller leur parler différemment. Donc, c'est très, très user-friendly, honnêtement. Super intéressante comme plateforme. Parfait. Comment ça s'appelle? ConvertKit. Oui. Puis la dernière, la plus classique, je dirais, c'est MailChimp. Je dirais que c'est une bonne entrée de gamme, en fait. Donc, tu sais, ceux-là qui commencent peut-être avec MailChimp, avec les infolettes, je veux dire, c'est la plus populaire, là, tout le monde connaît ça. Par contre, on est très limité dans les automatisations qu'on peut faire versus Klaviyo ou ConvertKit. Mais tu sais, c'est une très bonne entrée de gamme, en fait. Puis quand ça commence à grossir, etc., ben là, on recommande de switcher à une autre plateforme. Avec les infolettes, on peut aussi faire du SMS marketing. Oui. Tu as entendu parler un petit peu? Oui. OK, ça fait pas très longtemps. En fait, ça fait pas très longtemps que c'est légal au Canada, mais donc avec MailChimp, avec Klaviyo, on peut faire le SMS marketing, donc de parler à notre audience en message texte, donc qui est annexé avec une plateforme d'infolette. Donc, on a le profil de la personne dans l'infolette, puis on a son profil aussi en tant qu'utilisateur SMS. Donc, ça aussi, c'est un outil très puissant qu'on pourrait tester. Oui, vraiment fait. Cool. Ouais. C'est des belles outils, ouais. Je pense que ça va aider quand même pas mal de gens à se lancer. 100%. Puis Oui. nous, on va vérifier aussi nos stats à partir de Oui, j'ai vraiment. regardé pas, j'étais comme, bon, c'est pas très pertinent, mais je pense que
les regarder, ça peut juste être très utile. Puis voir si on fait les choses bien. Oui. Ou s'inspirer des meilleurs aussi, des meilleures infolettes. Oui, ben oui, vraiment, tu sais, justement, des infolettes que vous aimez, que ne serait-ce que le visuel ou le contenu, etc. Ben, après ça peut donner des idées pour adapter à votre business à vous. Absolument. Voilà. Merci les filles. Merci beaucoup. à vous. À bientôt. Bonjour mesdames et messieurs, nouveau podcast aujourd'hui donc pour Lib avec Joe Vallée, Jonathan Vallée. Donc je suis très heureux de l'accueillir. On commence tout de suite. Joe, je vais te demander de te présenter. Je m'appelle Jonathan Vallée, je suis courtier immobilier, je suis en ce moment résidentiel, je suis ancien combattant professionnel en arts martiaux mix. Depuis, j'ai fait ça pendant 15-16 ans. Je fais des arts martiaux depuis à peu près 17 ans environ. Je suis courtier immobilier depuis cette année. Je suis nouveau courtier en fait. T'as quel âge, Jonathan? Je vais avoir 40 ans dans 2 mois. Donc, gros changement de carrière à l'aube de ces 40 ans, c'est parfait. Ouais. Raconte-moi un petit peu, c'est ça que je trouvais ça pertinent de te recevoir sur le podcast pour parler de ton parcours de vie, un petit peu ce que tu as fait. Puis, l'immobilier est très à la mode. On a beaucoup de TikTokers, YouTubers qui nous parlent que l'immobilier, je pense qu'en 1 mois et demi, tu peux être multimillionnaire là, si t'es vraiment bon en immobilier. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu sur TikTok, ça doit être C'est la vrai. légende. Mais je voudrais qu'on parle de tout ça, mais un peu de te présenter ton parcours de vie un peu plus en détail. Puis, on va flower. On commence de où? Regarde, je vais commencer. Moi, à base, je ne l'ai pas dit, mais j'étais musicien plus jeune. J'ai joué de la musique longtemps. J'ai été dans des groupes, je te dirais, de 13 ans jusqu'à 24 ans. Je te dirais, après, j'ai continué, mais je veux dire, le focus était vraiment là-dessus. Dans la musique, au secondaire, je pensais que j'allais être une rockstar, puis j'ai focusé là-dessus. J'ai travaillé fort, je suis drummer. Fait que un moment donné, je me suis rendu compte qu'il faut payer le loyer, puis que c'est pas ce qu'il y a de plus payant. Puis, en ayant passé beaucoup de temps en musique, j'avais des petits jobs, des petits job-in ici et là, mais là, j'ai commencé en fait en électricité, j'ai fait des petits job-in de construction, puis de bouche-à-oreille. Je me suis ramassé... j'ai un petit peu lâché la musique, puis je me suis ramassé, j'ai fait un DEP en système intérieur qui est dans la construction. J'ai fait un petit bout là-dedans. J'ai pas trippé du tout. J'ai pas aimé l'ambiance, j'ai pas aimé les chantiers, la vie de chantier, puis ces choses-là. Puis en même temps, parallèlement, je faisais un petit peu de kickboxing, tranquillement, rien de sérieux, le lundi, le mercredi soir pour me défouler. À Saint-Hubert, dans un petit club pas connu, là, c'est rien de sérieux. Et puis, j'ai rencontré un gars qui faisait du jiu-jitsu là-bas. Donc, j'ai dit, OK, je vais commencer le jiu-jitsu tranquillement. Je faisais un petit peu de jiu, j'étais extrêmement poche. Mais j'étais plus un gars de debout, tu sais. J'avais plus une facilité. En fait, plus jeune, j'ai fait aussi un peu de kung-fu. Fait que, tu sais, j'avais plus une base de debout. Mais j'ai bien trippé sur le grappling tranquillement. Et puis, il y avait un coach là-bas qui me dit, hey, il y a un nouveau club à Longueuil qui s'appelait l'Orion, mais pas celui qu'on s'est connu, en fait, un plus petit club, où est-ce que Mathieu, un petit club en bas dans un sous-sol. Et puis là, en m'amenant là, j'ai vraiment eu la piqûre. J'ai rencontré Mathieu, j'ai rencontré Caponi, tous des gars qu'on connaît, qu'on s'entraîne encore avec eux d'ailleurs. Puis encore là, c'était vraiment simili-récréatif, tu sais, c'était rien de sérieux pour moi. J'ai 25 ans à peu près à ce moment-là. Dans ma tête, jamais de la vie, je vais faire une carrière là-dedans du tout, là. Fait que tranquillement, on rencontre du monde, puis c'est là qu'on s'est rencontrés après. Nous, il y a eu le Orion a acheté une grosse bâtisse, et puis là, on est comme une équipe qui s'est fusionnée avec nous, qui est Éric Daigneault, qui était le coach de ce place-là, puis... Là, tranquillement, je prends plus goût à ça. Je ne traite vraiment pas sa construction. Puis là, je me dis, crime, j'ai le goût, je vois les gars fighter. Je voyais McNamara dans ce temps-là, Karim Rani, puis des gars Caponi qui se battaient à tous les fins de semaine, littéralement. Puis un jour, Daigneault me disait, hey, le grand, t'as-tu remplacé vendredi quelqu'un de blessé? Je suis comme, OK, tu sais, je voulais faire comme les autres, puis j'ai essayé un premier combat. Ça a été un désastre, là. Je me souviens d'avoir
On faisait comme ce qu'on voyait. J'avais mangé un spaghetti comme 1 heure avant de me battre, puis j'avais mis comme 3 scoops de pré-workout dans mon affaire. Je l'ai pas dit à personne, mais tu sais, j'ai gagné mon combat, mais je pense que j'avais pris un gars vraiment plus léger que moi, puis ça a fait comme... Puis je pense la première minute du combat, c'était des 2 minutes dans ce temps-là. J'ai gaz out après 1 minute à peu près, mais je m'en suis sorti. Et puis là, Orion est venu plus gros. Ils se sont mis à faire des galas là-bas directement. Et puis là, j'ai enchaîné un combat. Je pense que j'en ai fait 14 en tout. Amateur. J'ai gagné 2 ceintures à ce moment-là. Encore là, c'était pas quelque chose qui me disait je vais passer pro. Mais, tu sais, j'étais avec les gars qui passaient pro. Je me souviens, McNamara avait passé pro, Karim avait passé pro. Là, tu sais, on était comme avec Capo, puis on se disait, bon, tu sais, puis là, comme par magie, le MMA est tombé illégal, puis là, on nous a dit, OK, on passe tout pro, let's go, tu sais. Encore là, comme je dis souvent, j'étais un peu un touriste là-dedans, tu sais. J'ai jamais eu... Tu sais, le déclic de rêver comme on voit, je vois l'UFC, je vois ces choses-là, ça n'a jamais été une option pour moi. Tu sais, j'ai 25 ans, je commence à 25 ans, là, on est rendu peut-être à... Je pense que j'ai passé pro à 30. OK. Qui est tard. Qui est très tard, en fait. Ben oui. Puis, tu sais, tous les gars avec qui je m'entraîne, ils ont 25, ils ont déjà des combats pro. Dans cette optique-là, j'ai dit, OK, qu'est-ce que je fais? Je m'enligne où? J'avais pas grand-chose. Tu sais, j'avais travaillé dans la construction, ce que j'avais pas aimé. Moi, c'est niaiseux, mais j'ai toujours eu une grosse passion pour les films. J'avais une collection de DVD, genre incroyable. Là. Je pense que j'en avais pas loin de 10 000. Là. Ça prenait, j'avais une chambre au complet, les murs, tout. Puis j'avais une collection, j'étais obsédé par une collection qui s'appelle la Criterion Collection. Je sais pas si tu connais. Non. C'est comme ils prennent les 100 ans du cinéma, ben là, ça, on est rendu à, mettons, 125. Ils prennent les 125 ans du cinéma, puis ils vont remasteriser un peu, puis remettre ça va de Charlie Chaplin à La Haine, ils vont mettre les films, mettons, en 4K, en Blu-ray, puis ils vont tout refaire peu importe, mais c'est des films qui sont rares, puis c'est des films qui coûtent cher. Fait que moi, je m'étais mis, je pense qu'à la fin, j'en avais comme 150. Je les avais trouvés, je courroyais Marketplace, puis tout, puis à la fin, il y a un des seuls clubs vidéo encore en vie. Il était à Québec, puis un gars qui m'a approché, il m'a dit... je serais intéressé à ta collection. Au début, j'ai dit, t'es fou, je te vends pas ça. Regarde, je te donne 10 000. 10 000, j'étais comme plus sûr. T'es sûr? T'es sérieux? Là? Alors, en tout cas, ça a fini que j'ai vendu tout ça pour un total à peu près de 14 000. Okay. Fait que j'avais 4... Là, tu sais, même mon père, il dit, mon Dieu, tu sais, tout le monde qui riait de moi avec ma collection. Moi, je cherchais tout ce qui est out of print, OOP qu'on appelle ça, puis tout ce qui est rare, tout ce qui est... Fait que j'avais tous ces films-là rares, plus ma collection Criterion. Fait que j'ai tout vendu ça tard. Fait qu'avec ce montant-là, tu sais, ça n'a pas été non plus l'affaire du COVID qui m'a attiré dans l'immobilier du tout. C'est pas une affaire de faire de l'argent rapidement. Je me suis dit, tu sais, j'aimais ça la vente. Ouais. Je connaissais rien à l'immobilier. Mais il y avait, à ce moment-là, des cours qui se donnaient à la maison. Fait que c'était facile. J'avais mon petit gars aussi. Fait que je pouvais faire mes cours en même temps. Puis on n'avait pas de garderie. Je pense que quand il est né, on s'est mis sur une liste. Puis il est rentré à 4 ans, 3 ans et demi à la garderie. Ouais, là. C'est terrible ici. Ouais. Fait que j'avais mon petit gars à la maison. Puis ça me permettait de faire, il fait sa sieste, je prends 2 heures. Puis je fais mon cours. Fait que j'ai étiré ça quand même. Ça m'a pris, je pense, 1 an et demi faire mon cours. Ce qui est un cours de 8 mois, je suis pas sûr. Mais ça m'a pris 1 an et demi. Mais puis j'ai pas trippé du tout. Là. C'était comme j'étais, je vais pas nommer le nom, j'étais à une place qui faisait ça à la maison, mais j'étais vraiment comme tout seul. Là. Okay. Il t'envoie 3 cahiers, puis fais tes tests par Internet, puis après ça, tu as un gros test par Internet. Fait que là, premier chapitre, deuxième chapitre, ça va. C'est loi, droit. Là, on arrive à mathématiques. Là. J'ai fait, oh shit, là, ça fait longtemps. Moi, je parle à l'école, j'ai 40 ans. Fait que là, le premier chapitre, ça va. Deuxième chapitre, là, j'en ai chié. Là. Je sais pas si on a le droit de dire ça. On est sur YouTube. J'en ai chié. Là. J'ai trouvé ça dur. Puis j'avais un ami qui était courtier en 2008, agent immobilier à ce moment-là. Fait que là, il est venu un petit peu m'aider là-dedans, il me gageait, puis tu sais, c'était poussé pareil, entre guillemets, pour ce que moi je connaissais de maths, fait que les taux hypothécaires, puis de gérer, tout cas. Bon, mais j'ai passé ça là, puis tu sais, quand tu as une question avec un cours à distance, c'est que tu as ta question là, tu es prêt avec, mais tu envoies un mail, c'est dur à expliquer, surtout en mathématiques, envoyer ça, puis là, ben, tu as ta réponse 2 jours après, puis là, c'est pas vraiment ça que tu as demandé, là, parce que c'était long, puis on pouvait pas appeler. Ils ne voulaient pas qu'on appelle. Nice.
Bon service. Ouais, fait que là, en fait, tu sais, Francesco, il a fait le cours en même temps que moi. Fait que là, au moins, on pouvait parler de ça, ce qu'on a eu de la misère. Je pense qu'il y avait un ou deux modules avant moi, mais tu sais, il m'a aidé aussi mentalement, parce que lui aussi, ça n'a pas super bien été, que j'ai fini par passer à travers. Mais en tant que tel, le cours, j'ai pas trippé du tout. Okay. J'étais comme... Puis tu sais, en même temps, c'est assez relatif. C'est ce qui te donne comme marbre pour ce qui s'en vient, c'est très, très, très peu. Okay. C'est pas vrai. Tu sais, j'ai fait un DEP en construction, puis même là, quand je suis arrivé sur le chantier, c'était pas le même game. C'est un peu le même principe. C'est normal, ils peuvent pas tout te montrer, puis en même temps, chaque cas est différent là, de où est-ce que tu vas commencer en immobilier, mais puis là, tu sais, c'est ça, ça coûte extrêmement cher, puis là, quand tu as fini, ben là, tu as un test. Pour passer tes permis, puis tout, c'est très cher. Permis, okay. Oui. Ben, à first, quand tu as fini ton cours, tu as un test à passer qui est comme 1000$. Quand tu as réussi, ben là, puis là, c'est long. C'est comme... Puis la formation coûte combien à peu près? Je pense que c'est 6000 quelque chose. Okay. C'est proche de 7000. Fait que déjà là, mettons, mets l'arrondi à 7000. Après ça, ton test, 8000. Puis là, quand tu as passé, tu as un autre 2000 à donner à la PCIQ. On est rendu à 9000. Tu n'as pas tes sous. T'as pas. Puis là, une fois que tu tombes dans le bassin, mais là, tout ce qui est les applis, AutoSign, nomme-les, ben là, c'est 350 pour l'année. Ça finit plus. Puis là, tu n'as pas de pub. Puis là, moi, c'est sûr que là, j'ai été approché. J'ai une bannière à Chambly du monde que je connais au secondaire qui était pour Remax. Bon, ben parfait, c'est les premiers qui m'approchent. Remax, là, OK, hein, je suis déjà comme là, tu sais, monétairement. Je travaille le week-end. J'essaie de, tu sais, il faut que je m'occupe de mon gars la semaine. Puis le week-end, je travaille. Fait que là, ils me disent, OK, cool, ça coûte 1000 par mois. Je suis comme, man, je suis là, j'ai pas de pub, j'ai rien. Donc là, je parle à un autre via Capital, je parle à Remax, je parle à... Tout est cher, sauf Proprio Direct, qui, eux, si tu vends pas, tu payes pas. Pour tout de suite. Fait que tu as comme un package que tu... Mettons, c'est la première année, c'est 3500 par mois. Fait que tu vends la première, tu donnes 2005. Deuxième, tu donnes 1000. Après ça, tu es clair pour jusqu'à temps que tu signes pour moi, mettons, mai. Fait que là, ça, dans cette optique-là, je suis good. Et puis là, ben, il me reste un peu de sous. Ce qui me reste, je l'investis pub. Ça a été... C'est pas tellement l'idéal parce que ça coûte cher. Puis ça t'aide pas vraiment. C'est comme... Mais c'est que j'en vois plein, moi, de pubs de courtiers immobiliers. Oui, puis c'est du monde qui ont des sous la plupart du temps, puis que, ben là, je voyais dans l'optique, il faut que le monde me voie, il faut que le monde me connaisse, puis qu'il me fasse confiance. Déjà, j'ai des tatous. Certains, tu sais, oui, on est en 2023, mais tu tombes à une gamme d'âge que t'es nouveau, ils te voient cogner dans la porte, ils ne trippent pas, là, ils n'aiment pas ça. Mais si ils t'ont vu au IGA, par exemple, puis qu'ils ont vu ta face, ben, OK, tu me dis quelque chose, hein, je te fais confiance. Je donne des cartes, puis... Fait que dans cette optique-là, je me suis dit, je vais m'enligner pour la pub. Puis ça coûte très cher quand même. C'est une affaire de... En tout cas, peu importe, j'ai pris... puis tu te fais beaucoup approcher. Quand tu es nouveau courtier, ben là, tu es dans LinkedIn, tu tombes dans un bassin de monde qui... Puis, tu sais, les vendeurs, ils vont aller jouer là-dedans. Fait que là, tu es constamment... tu as de la sollicitation pour ci, pour ça. Je vais te donner des leads. Les conseillers financiers, c'est un petit peu la même game. Ou quand tu es nouveau conseiller financier, qui ressemble beaucoup quand même à courtier immobilier, bah, c'est ta famille que tu vas voir en premier, etc. Pour les conseillers financiers. Bah, là, tu as tous des autres vendeurs qui eux disent hey, je vais te fournir des leads. Tiens, viens avec moi, je vais te donner des clients gratuitement, je vais te faire ta pub, je vais te faire ton plan marketing. Puis eux, ils se gavent, ils font de l'argent. Exactement. Toi, tu sais, puis là, moi, je suis super enthousiaste avec tout ça. Puis je suis comme, ouais, je me dis, hey, il est cool, lui. Là. Que là, je me rends compte après coup que c'est pas l'idéal pour commencer, mais là, il est trop tard. Fait que là, je suis all-in. Mais là, je me fais souvent parler d'un coaching qui s'appelle Us Coaching, qui eux, justement... Là, tu sais, je saute des étapes un peu peut-être, mais je me suis dit, je vais... Parce que ça ressemble quand même, l'immobilier puis le MMA. La seule différence, si tu fais pas tes devoirs, tu manges pas une volée, mais tu sais, il faut que tu te lèves le matin pour dire, OK, tu sais, je fais mes choses puis je suis tout seul dans le cage. Tu as une routine puis une discipline, je te vois sur Instagram ou Facebook, tes stories. Ça me tente pas d'aller faire du porte-à-porte, fait 47 degrés. J'y vais quand même. J'y vais, t'sais. C'est la même chose. C'est, pour moi, tu sais, puis j'expliquais ça à ma blonde, puis elle était comme, ah, je comprends pas, c'est la même ligne, c'est la même chose, c'est juste que le showtime, il est devant le client, tu sais. Tandis que là, ben, si j'y vais pas, ben, je vais manger une volée, tandis que là, ben, je vais me ramasser un moment donné, je vais m'essouffler, je vais perdre mon cash, puis, tu sais, on en voit beaucoup de courtiers lâchés. Je pense que c'était au mois de mai, en fait, c'est au mois de mai que les permis se renouvelent. Je pense qu'il y a 8000 courtiers cette année qui a lâché. Écoute, j'ai vu une stat.
je la lance en l'air parce que je pense pas que ce soit ça, mais il prenait le nombre de listings, dans le fond, le nombre de maisons qui avaient été vendues au Québec en 2022, et il avait divisé par le nombre de courtiers, puis je pense que ça... Je me souviens plus, je pense que c'était comme 4 maisons par courtier, sauf qu'il disait il y en a qui en vendent 20. Donc ça veut dire qu'il y en a qui en vendent peu ou pas. Donc il disait que c'est pas vrai que tous les courtiers justement ont du travail ou font beaucoup d'argent, etc. Non. C'est dur pour commencer. Parce que tu es lancé là-dedans, tu sais. C'est comme tout le monde prend ton argent, mais t'en fais pas, il n'y en a pas qui rentrent. Donc, puis une autre chose, je parlais avec un courtier hier qui m'explique qu'il y a une mode, un peu de mode, puis les courtiers, ils pensent qu'ils veulent flasher, puis ils disent qu'ils font de l'argent, mais ils font pas ce qu'il faut, dans un sens où ils vont pas aller cogner aux portes, ils vont pas faire de la prospection, ils vont pas faire du téléphone, du cold call. Puis quand j'ai commencé, tu sais, même du monde, ça marche plus, ça aller cogner aux portes, le monde a peur. Puis même moi, je me disais, crème, c'est normal, le monde. Tu sais, même toi, ton téléphone sonne, puis t'as un numéro que tu connais pas, t'as pas envie de répondre. Non. Puis il suffit qu'ils te prennent, comme moi, il y en a un qui m'a appelé justement pour un système de paiement. Là, je suis en train de magasiner pour Lib. Puis il m'appelle, je suis au gym en train de donner mon cours, là, je vois le numéro, est-ce que c'est urgent? J'attendais des appels pour ma piscine, puis des soumissions pour la douche. Ah oui, c'était pour essayer de, on fait un suivi avec vous, vous avez rentré votre adresse courriel pour un système de paiement en ligne. Écoutez, monsieur, je suis désolé, je vous rappelle, je suis occupé. Non, ben c'est ça. Donc, c'est touché, tu sais. Tu frappes à la porte, t'ouvres, puis c'est ton enfant, il fait une crise de bacon pendant qu'il y a le gars qui veut te parler. C'est ça. C'est toujours, tu sais, ça reste un peu, tu lances ton hameçon. Fait que ça reste un peu un timing, mais dans les statistiques, plus que tu en fais, plus que tu as de chances de réussir. Donc, j'ai écouté beaucoup qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, je parle, tu sais, au début, là, je me disais comment j'ai rentré, je vais faire un max de formation, je vais aller chercher un max d'infos. Puis là, j'ai un ami courtier qui est mon mentor maintenant, puis d'une autre bannière, c'est drôle, mais c'est un gars qui donne un peu au suivant. Quelqu'un l'a fait pour lui. Tu sais, j'y demandais parce que tout le monde m'a dit c'est un métier de requin, personne ne va t'aider, tout le monde parle dans ton dos. Puis là, tout à coup, j'en ai un qui vient m'aider puis qui est là pour moi. Puis tout. Puis je dis, pourquoi tu m'aides? Regarde, quelqu'un l'a fait pour moi, je le fais pour toi, je donne au suivant. OK, tu sais. Puis là, même là, je craintif. Je me dis, puis là, tu sais, ça fait un bout, ça fait 3 mois maintenant. Puis il m'a aidé énormément, tu sais. Puis là, ce que je peux lui donner, que ça soit mon savoir dans le gym, souvent on s'entraîne ensemble maintenant, j'y donne ce que je peux, je vais l'inviter au resto quand je peux, j'y donne ce que je peux, tu sais. Et là, tranquillement, je vois du monde. Puis encore hier, j'ai un courtier que je connais de Chambly puis qui m'a donné plein de gros conseils puis de super bons conseils. Puis tu sais, dis-moi en commençant, j'ai fait ces erreurs-là, j'ai fait ça. Fais pas ça, tu sais. Okay, c'est tellement bon ça. Tu sais, on en parle souvent dans nos podcasts, mais ton réseau qui peut t'aider, tu sais, on parle d'expérience. Souvent, je racontais il y a genre au moins 1 an et demi à Hubert, tu sais, que l'expérience, ça peut dire hey, tu feras attention, c'était en plein hiver, mais tu feras attention en descendant les marches. Là, quand on était au sud de Québec, il y a une grosse plaque de glace. Ben, l'expérience, c'est ça, c'est hey, fais attention, j'ai fait ces erreurs-là, ne les fais pas. Puis souvent, dans notre génération, on a à peu près le même âge, on dirait qu'on est rendu des hommes. On veut pas écouter nécessairement. C'est correct. Je vais le faire. Je pense conseil, tu sais, quelqu'un qui te conseille, c'est comme il se prend pour qui lui, je pense, un enfant. Mais c'est super bon ton. Ouais. Puis cette optique-là me vient des arts martiaux. Autant que la mentalité ceinture blanche, que Georges appelait ça. Georges Saint-Pierre disait la mentalité ceinture blanche. D'arriver à une place puis de t'ouvrir à s'il y a un détail, une phrase, une technique que la ceinture blanche a. Mais pourquoi tu te prives par ton arrogance ou de dire non? Fait que c'est super important, mais tu sais, lui, il a de l'expérience. Fait que je prends beaucoup, j'essaie de vraiment, tu sais, puis c'est pas une affaire de sauter les étapes, c'est une affaire de, justement, de m'ouvrir à tout. Puis, tu sais, on est tous différents, mais en même temps, on fait le même travail, tu sais. Fait que dans un sens, cette espèce de notoriété, sans prétention d'MMA que j'ai eu, ben, fait que je peux me placer à des places. Puis, les 10 dernières années que j'ai fait ça, j'ai été mis de l'avant, que ce soit dans le journal de Chambly, parce que moi, je viens de Chambly, puis c'est mon secteur, Rive-Sud. Fait que j'ai été mis de l'avant là-dedans. Le monde se dit, OK, tu sais, je l'ai pas vu au bar sous, il a fait quelque chose, il est warrior, il est, sans prétention. Discipliné. Il est discipliné. Puis j'essaie, tu sais, d'être enthousiaste, j'essaie de plus respecter au maximum tout le monde que je vois. Puis, tu sais, c'est niaiseux, mais des fois, tu vas aller au McDo, au GA, tu vas voir quelqu'un que tu connais. Tu es comme, je le connais, mais tu sais, je vais. Là, salut, ça va? Hey, on s'est vu. J'essaie de m'ouvrir pour que tout le monde soit
justement plus moins gêné de venir me voir puis me poser des questions. Puis tu sais, je donne ma carte au maximum. Fait que j'essaie de faire tout ce que je peux à 100%. Puis, tu sais, c'est ça. Des fois, je suis peut-être un peu trop enthousiaste. J'ai rencontré François Macaille qui me tu sais, je le voyais à la TV, puis j'étais comme, la semaine d'après, j'écoute l'émission, la semaine d'après, il me texte sur LinkedIn, puis il me dit, hey, je t'ai intéressé. Mais, tu sais, c'est une affaire des intelligences artificielles là, j'étais arrivé là, hein, c'est parce que Chris, je suis cool, hein, mais c'est pas ça pantoute. C'est comme, mais là, quand j'ai été devant lui, j'ai été capable de bien me vendre quand même. Puis, tu sais, ça intéresse tout le monde, le MMA, là. C'est quelque chose qui, tu sais, les arts martiaux qui peuvent se placer, on est capable d'avoir un petit avantage. Sans prétention, ça fait 3 fois que je le dis, mais d'avoir un petit avantage chez les autres, puis de dire, mais là, tu sais, là, j'étudie les affaires, fait que, tu sais, mais j'ai été capable de me placer à des positions, puis le monde en général vont m'aider, tu sais, jusqu'à aujourd'hui dans cette optique-là, puis je pense que j'ai été chanceux là-dedans, tu sais, jusqu'à date. Fait que là, après ça, c'est à toi de faire les efforts, d'être discipliné, d'aller chercher le maximum d'aide que tu peux, puis de pousser, tu sais. Je suis désolé, je vais te faire répéter là. Tu m'as dit qu'il y avait 8000 courtiers ou 800 courtiers qui n'avaient pas renouvelé? 8000. Non. 800, excuse. 800. Ça, c'est trop. On est 16 000 courtiers au Québec. 17, je pense. 17 000. Là, les chiffres, tu sais, j'ai pas googlé rien. Fait que, 800 courtiers, excuse-moi, je me suis trompé. 800 courtiers, ce qui est bon, tu sais, c'est un gros pourcentage. Beaucoup, si on revient à ça, tu sais, j'écoutais, je pense que c'était à TVA Nouvelles, peu importe, je voyais une ancienne courtière qui disait, moi, les papiers, puis c'est... Googlé pendant ce temps-là. Ouais, vas-y. Les anciens courtiers, les nouveaux, tu sais, faire des papiers pour faire des papiers, c'est que l'OASIC est vraiment plus réglementé tout le métier. Et il n'y a plus de zone grise vraiment comme il y avait avant. La double représentation, qui est un super gros conflit d'intérêts, en fait. Là. Si moi, je représente ton client vendeur, puis après ça, je vais rechercher l'acheteur, On a vu certains articles de journaux, justement, là, avec beaucoup de conflits d'intérêts. C'est une chose que moi, on m'avait parlé à l'époque, c'était, mettons, t'es mon courtier, puis tu sais que je veux vendre à ce prix-là, tu sais, ou que je suis prêt, que moi, j'achète, tu sais que j'ai... un budget de 800 000 $. Puis tu le dis à l'autre, il y a 800 000 $. Exact. Comment je peux bien représenter les deux? C'est impossible. C'est comme être avocat, puis défendre, puis en même temps être des deux côtés. C'est impossible. Mais avant, c'était monnaie courante. C'était quelque chose qui... Ouais, donc ils disent, là, il y a 17 000 courtiers. Ouais, donc c'était pas pire. C'est très bien. J'ai pas encore trouvé l'autre information. Tu vas voir, 800, c'est 800. Je suis sûr. Ça se peut, ils le disent pas là-dedans, mais ils disent que... le contexte défavorable risque de pousser plusieurs professionnels à réévaluer leurs options. Oui. Mais c'est ça, c'est cette espèce de zone grise-là que les anciens courtiers, tu sais, je veux pas parler contre les autres courtiers, je sais que c'est hyper mal vu, puis c'est pas mon but. C'est juste que les anciens courtiers ont des patterns qui, pour eux, est en train de s'enlever, tu sais, puis comme ils sont forcés de reconstruire peut-être leur mise en marché, leur façon de faire. Puis je pense que quelqu'un que ça fait 20 ans qu'il fait ça, ça y tente-tu de revenir puis de faire, dans un sens, moins de sous. Puis c'est ça, tu sais. Fait que je le sais que beaucoup de courtiers, puis c'est ça, tout est plus réglementé. Tu peux plus faire de double représentation. Fait qu'il y en a qui leur pattern de sous est brisé, tu sais. Moi, j'ai appris là-dedans. C'est comme ça que j'ai appris. Fait que ça change rien pour moi, tu sais. Il y a eu 6%, une chute de 6% par rapport au mois précédent. On est passé de 17 000 à 15 755 courtiers. On est pas mal d'un chiffre. Proche du 1000, ouais. Tu vois? Fait que c'est énorme, tu sais, dans un sens. Ben, c'est énorme, c'est pas... C'est quand même. Ben, c'est parce que on a vu, malheureusement, on en parle souvent sur le podcast, je ne vais pas toujours me répéter, mais on a vu aussi beaucoup de notion de facilité. C'est facile, deviens courtier, tu vas te faire, t'es millionnaire, puis après 100%, tu vas arrêter. 100%. Ou tu fais 200 000 par an en étant courtier, c'est facile. Ouais. Conseiller financier, c'était pareil. Conseiller financier, tu places tel argent, un peu tu vends d'assurance. Le nombre de conseillers financiers qui abandonnent la profession, c'est terrible. Moi, j'en parle souvent à des jeunes conseillers qui nous demandent de venir sur le podcast, etc. Malheureusement, on ne peut pas tous les recevoir, mais ils nous le disent, je pense que je vais arrêter, c'est difficile. Une fois que tu as tanné toute ta famille, sans être méchant, une fois que tu as tanné toute ta famille, je vais prendre des assurances, les amis les amis de la famille, à un moment donné, c'est limité, ouais. C'est tough, là. Ouais. C'est ça. Fait qu'il faut que tu ailles chercher, il faut que tu ouvres ton
faut que tu ouvres ta sphère de travail, puis il faut que tu grindes, tu sais. Puis moi, c'est sûr que... Puis tu sais, j'ai des amis, c'est plate que tu sois pas arrivé pendant la folie en 2020. Au contraire, j'apprends pas dans ce... Tu sais, tu fais des sous, puis tu remplis plus ou moins des... Fait que je suis content d'être arrivé dans ce moment-là. Je suis content de grinder comme je grind, puis je suis content d'en apprendre autant. À long terme, ça va être plus payant. Bien sûr. Puis mon but, tu sais, souvent on va dire ça, mais j'ai envie que les clients disent « Hey, lui, il est sa coche, tu sais, wow, tu sais. » Toi, en tant que Jonathan Vallée, qui est quand même nouveau, quelqu'un qui nous écoute, qui se dit « Ah, moi, j'ai déjà mon courtier qui a de l'expérience. » Toi, comment tu te positionnes? Parce que quelqu'un va dire « Hey, je suis désolé, Jonathan, mais t'as 40 ans, t'es nouveau. Qu'est-ce que tu peux m'apporter dans un milieu qui est de plus en plus compliqué? » Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne? Ben, franchement, tu sais, comme je t'ai dit, j'arrive, moi, dans cette espèce de... J'ai appris dans ces nouveaux papiers-là. Fait que quelqu'un qui a appris il y a 15 ans, mais il faut qu'il réapprenne faut tout qu'il réapprenne. Donc, je pense que je suis dans la course avec lui en termes d'information. Oui, peut-être que je vais être moins confiant, entre guillemets. Peut-être que je vais paraître... mais je vais aller chercher l'info en même titre que lui va l'avoir, l'info. Puis au bout de la ligne... j'ai un petit avantage dans le sens où, tu sais, je vais regarder, je te donne vraiment un exemple parmi tant d'autres, je vais regarder les courtiers, ils ont 200 followers, 300 followers, les top. Tu sais, comme là, François, j'aime pas ça nommer, là, mais il y a 5, je pense qu'on est à 6000 followers, j'ai 6000 followers juste à moi. Son équipe complète a 6000 followers. Fait que, qu'est-ce que tu as de plus que moi à part l'info, puis ta manière de faire, mais, tu sais, au bout de la ligne, on n'est pas en train de builder une fusée, là. Non. C'est de la mise en marché, c'est de remplir les contrats comme il faut. Puis, quelqu'un qui a 20 listings, comment il peut s'occuper de moi? Moi, je commence, j'en ai, mettons, 3. Moi, je suis à 100% en ligne avec toi. Moi, je vais grinder pour toi. J'ai une visibilité encore. Ouais, puis tu as cet avantage-là de... vouloir. C'est ça. Nous, en France, on dit d'avoir la niaque. Je sais pas comment on dit au Québec, même si ça fait 15 ans que je suis là. Mais c'est ça. T'as la discipline que tu as battue toute ta jeunesse et toute ta vie adulte en tant que combattant d'arts martiaux mixtes. Puis on le sait que, une fois on parlait justement, je m'éloigne complètement, mais avec Johan Lennes qui est au UFC, on parlait avec la fille de CrossFit à côté, Amélie, puis elle disait mais tu sais, faire une compétition de CrossFit, c'est pas non plus évident. Puis il lui expliquait à quel point, c'était il y a plusieurs années, il lui expliquait à quel point ça avait pas rapport, une compétition de CrossFit où t'es toi contre toi-même, que j'ai fini de faire mes deadlifts, puis mes snatchs, je suis fatigué, je peux me reposer 10 secondes. En MMA, dans un octogone avec un gars qui veut t'arracher la tête, tu t'arrêtes 10 secondes, tu vas te prendre un high kick en pleine face. Exactement. Et je pense que tu as ce super pouvoir-là de pouvoir grinder, de se dire j'ai grindé toute ma vie, maintenant j'ai, comme quand tu arrives à prendre une position dominante sur un adversaire, tu le lâches pas, tu es une guillotine, tu le lâches pas. C'est ça les avancées. Tu vas voir la différence entre un gars de Jiu, c'est qu'il croit ce qu'il fait. Il va prendre le Kimura, mais il ne lâchera pas le Kimura parce qu'il sait que sa technique est... Fait que tu sais, un gars qui est pas sûr, je l'ai pas comme il faut. Je te donne un exemple, je regarde beaucoup, je m'inspire, puis il y a des émissions, que ce soit numéro 1 pour le Québec. Il y en a une à Paris, ça s'appelle L'Agence, c'est sur Netflix. C'est un chef-d'œuvre, à mon avis, les gars, c'est des top. C'est de l'ultra, du courtage de millionnaires. Okay. Puis comment ils traitent les clients. Puis là, dans la dernière émission que j'ai écoutée, où ça fait 2-3 émissions, il rencontre un coach de vie. Puis là, il leur fait faire un bain de glace. Puis c'est comme, ils se tiennent, c'est comme, oh shit, on fait un... Mais ça fait partie de mon quotidien, de faire un bain de glace, puis de gérer ça. C'est rien, tu sais. Fait que pour moi, puis là, il veut comme leur montrer l'extrême d'aller dans le cerveau, puis de gérer ça, puis pour faire un parallèle avec leur job. C'est rien. Moi, j'ai fait 15 déshydratations. Franchement, je pense que rien de plus dur que faire une déshydratation mentalement, puis de battre ça, puis après ça, aller te battre dans le cage. T'as vu la photo de Charles Oliveira? Ouais. Qui est couché par terre. Qui est sur le bord de la mort. Puis t'as toute son équipe. Ben oui. T'es franchement, là, la ligne entre ça puis la mort doit pas être loin, là. Ouais. Puis d'aller te battre d'une cage comme moi qui tripais pas tant que ça, puis tu sais, tu vas être dans le vestiaire, puis j'explique souvent, un peu comme Cerrone l'explique, t'es pas bien, là. Ton vestiaire arrive, ça va quand t'arrives. Tu te changes. Puis moi, souvent, j'ai vu que j'ai quand même une simili pas fiche, puis j'étais pas mal tout le temps dans les derniers. Ouais.
Fait que là, t'as une gamme d'émotions qui embarquent. T'as comme, ça va, t'arrives, tu changes, tu laisses le monde, puis là, t'en vois un arriver. Il vient de perdre, il pleure, il se met dans le coin, t'as pitché ses affaires, l'autre qui a gagné, l'autre qui est fendu en deux, l'autre qui saigne. Puis là, toi, t'es là, t'es comme, OK, on va faire des pads. Fait que là, tu passes là-dedans, puis là, c'est à ton tour. De la Régie du Québec qui vient te chercher, c'est des fossiles de 125 ans. Steve Vallée, non, Jonathan Vallée, viens-t'en, là, les camions. Là, t'as un long corridor, puis t'as tes N-Rap qui sont serrés, t'es pas bien, là, tu sais, t'es pas d'une bonne journée au gym. Ouais. Dis-toi, la paye journée au gym, c'est là, c'est comme ça que tu te sens, t'es pas bien, là. Puis là, tu mets tes gants, puis là, t'as la foule, puis on a une foule assez tough au Québec, t'as une foule, tu l'as, tes amis, ils savent, puis là, t'es comme, ta gueule, style, il est à quoi? Puis tu regardes, tu sais, il trippe, lui, tu le fais rêver. Toi, tu trippes pas, là. Tu te dis, aïe, j'aurais pu écouter un film à soir, puis j'aurais été bien, là, aller m'acheter des bonbons au DEP. Mais là, non, là, je suis là, puis ça me tente pas pantoute, là. Ouais. Puis là, ça commence, puis là, c'est une chose. Une fois que c'est commencé, ben là, faut que tu fasses confiance au procédé. Ton training que tu as fait depuis tout le temps va embarquer, tu sais. Des fois, ça va bien, d'autres fois, ça va moins bien. Des fois, moi, j'étais toujours comme soulagé. Même si j'avais perdu, mais coach, je m'en fous. C'est fini. Je suis fini. Non, c'est ça, je t'en vis. Puis tu t'en vas là. Je me souviens, je me suis battu même en amateur. C'était des gros gars-là, tu sais. On se battait, puis avec ProStar à Mamie, ils louaient l'aréna, puis c'était full. Puis j'arrive, puis ils me mettent contre Joe Meunier. Meunier, je pense qu'il avait knocké tout le monde avant moi. Il avait knocké Vincent Hull, il avait knocké Yann Perron, qui eux, me défonçaient le cul au gym. Ouais. Puis là, moi, j'arrive contre lui. Je me souviens de marcher pour à la cage, puis du monde montre des photos, je suis vert. Ouais. Je m'en vais à la guillotine. Franchement, je m'en vais me faire tuer. C'est de même que je suis. Puis en fin de compte, tu finis le combat, ça a bien été, j'ai fait 5 rounds, j'étais comme, OK, je suis pas si pire, tu sais. Mais c'est comme ça que je me sens. C'est comme fait qu'à partir que tu peux gérer, tu sais, j'ai vu du monde, choqué, s'en aller là, d'un gala pro contre Daigneault, j'ai oublié son prénom. J'ai mal au ventre, il y a le flux, il choke, il s'en va. Peut-être qu'il y avait vraiment le flux, laisse-moi en douter, mais t'es à un moment que t'es pas bien, puis c'est long, puis c'est cool de faire tout ton camp, mais quand t'arrives dans l'aréna, puis t'arrives, puis t'as les gants dans les mains, là, si boulot, je te le dis que c'est pas... Mais quand tu peux gérer ta mentalité, parce qu'encore là, ça va être toi contre toi, ça va dire, tu sais, puis je peux pas casser. Tout le monde croit en toi, t'as vendu des billets, puis tes billets, c'est 100$, puis t'en as vendu 200. Man, tu sais, tu peux pas, là. Puis tout le monde va dire, après ça, tu sais, c'est cruel, là. Le monde va dire ci, le monde va dire ça, c'est un de main, puis tout. Man, ça fait 15 ans que je fais ça, que je m'entraîne. J'ai eu des bons sparring, j'ai sparé contre Rory, j'ai sparé contre tout le monde, franchement, qui est venu au Canada. Victor Belfort, Georges, nomme-les, là, je les oublie, là. Mais j'ai sparé avec tout le monde. Ça a bien été, là. Des sparring, tu reviens chez vous, je suis bon, hein, mais quand tu arrives au combat, c'est différent, là. Ouais. Fait que des fois, tu vas avoir un gars qui est moins bon que toi, mais qui lui, il en veut. Lui, c'est tout ce qu'il a dans la vie, dans un sens, tu sais. Fait que lui, c'est son moment de gloire. Moi, j'ai joué de la musique, j'ai fait des affaires, je me sens pas plus cool ou plus... je faisais ça, mais tu comprends ce que je veux dire? Ça me valorisait pas tant que ça de finir, de perdre ou de gagner. Ou tu vas gagner, tu vas avoir 300 messages. Tu vas perdre, t'en as 20. 15, 10, 12. Ta mère, ton frère, c'est cruel. Puis après ça, là, tu check, on a la voix des guerriers qui était hyper tough. T'avais MMA qui était cool, qui était mon ami, mais t'as tout le monde. Tu passes par toutes les gammes parce que tu regardes les affaires. C'est bien beau de dire... faut pas que tu regardes ça. Man, tu le regardes. Moi, je le regardais. Tu veux savoir ce que... Puis tu te fais trader. Joe n'a plus de mâchoire. Joe n'a plus ci. Fait que, tu sais, c'est dur pour toi que le mois d'avant, tu es au top. Le même gars disait, waouh, quel guerrier. Puis la semaine d'après, il est fini, ce gars-là. Non. Toi, tu es encore là, dans le bain, là, dans la piscine. Là, puis t'as les... Fait que, dans cette optique-là, qu'est-ce qui peut me faire peur en immobilier? Oui, je peux fail, mais les fails, je peux transformer ce fail-là en quelque chose qui est équivalent au plus. C'est ça que je lis en ce moment. Napoléon Hill, que tu connais, j'adore ces mindings-là. Puis là, c'est tout le même minding, mais plus facile, entre guillemets, pour moi, d'aller cogner aux portes. Tu sais, j'ai un ami, il me dit ça, ils sont 40, mettons, dans son équipe. Il n'y en a pas. Il me dit, Joe, je suis flabbergasté parce que tu fais. Il dit, on est 40, il n'y en a pas un qui fait ce que tu fais.
Hey man, pour moi, tu me dis, OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis coachable. J'ai 11 Ouais. combats, j'ai eu 5 coachs par affaire. Fais ça. OK, man, j'y vais. Je suis pas nécessairement outillé tant que ça. Comme hier, je parlais à un ami, il me dit, va chercher Us, c'est du coaching. Eux vont t'outiller par rapport aux objections du client, vont te dire si. Fait que tu as comme un peu un script. Puis au début, je me disais, pas besoin de script. Je veux être transparent, je veux être vrai, je veux dire ce que je pense. Mais tu peux quand même te builder puis arriver à mixer ces deux choses-là. Puis de closer le client, parce que le client, puis même moi, je suis facile à closer. Je suis allé voir François McKay, puis il m'a convaincu. Ouais. Après ça, je suis revenu chez nous. J'en fais de l'insomnie, je réfléchis, puis je regarde. Puis est-ce que c'est le mieux pour moi? OK, non. Mais lui, il est tellement comme... Il m'a tellement vendu son idée que je suis déçu de ne pas embarquer dans son bateau. Mais dans le fond, il s'en fout de moi, là. Il s'en vive, tu sais. C'est un autre dans son équipe. Puis... Oh non, c'est ça. Fait que c'est la même chose, tu sais. C'est la même, mais plus facile dans un sens. Oui, mais tu sais, j'ai tellement mis d'efforts dans le MMA, dans la musique, puis à rapporter zéro, que pour une fois, tous les efforts que je vais faire vont me rapporter quelque chose à la fin, tu sais. Mais c'est ça, tu sais. Dans cette optique-là, le monde, il veut savoir, c'est pas payant, le MMA. Tu vas faire 2 combats, 3 combats dans l'année. Puis, tu sais, j'étais quand même, je pense, dans les bien payés, entre guillemets, de la gamme en bas de la UFC, là. Puis, c'est compliqué, là. T'as un gérant, t'as tous tes coachs. Excuse. Ouais, c'est ça. T'as tous tes coachs qu'il faut que tu... La boisson, je m'excuse. Qu'il faut que tu traites comme il faut, parce qu'à un moment donné, tu sais, eux aussi, il faut qu'ils gagnent leur pain, puis c'est bien beau aussi, puis ça, mais c'est hyper pas payant dans un sens. Puis j'étais bien payé, entre guillemets, tu sais, fait que j'ai mis tellement d'efforts, puis la musique, c'est encore payé, là. Je pense que j'ai... Si tu perces pas, c'est compliqué de... Jouer dans des bars à 12 personnes à Québec, 3 heures, 2 heures de route, 2 heures aller, 2 heures revenir, ton souper, ton gaz, oublie ça. ton gear, tu fais rien, là, tu payes dans le fond pour faire ça. Fait C'est une passion qui n'est pas payante du tout. c'est ça, mais tu sais, quand tu y vas, quand tu te mets all-in, puis que tu mets tant d'efforts, tu pratiques lundi, mercredi à Montréal, tu fais ton show le samedi, quand est-ce que, tu sais, ça rapporte jamais. Fait que là, je me suis dit, enfin, finalement, quelque chose qui peut, si je mets autant d'efforts. Puis tu sais, je vais être franc avec toi, vu que dans l'optique aussi que je voyais pas ça dans l'optique du MMA, de la UFC, comment dire, j'étais toujours un peu en arrière de la chose, puis je m'étais pas... Là, j'ai vraiment découvert une passion. Tu sais, je sais qu'il faut que je fasse attention pour pas m'essouffler dans cette... Mais je suis 7 sur 7. Tu sais, je travaille, je me lève le matin, je pense immobilier, je me couche le soir, je lis des livres. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu autant. J'ai une passion qui grandit, qui est vraiment, vraiment cool. J'ai changé tout. Tu sais, pendant le COVID, j'ai pris 30 livres à peu près. Là, je pense que je suis à 2,20. J'en ai encore à peine, je suis pas au top, là, mais j'ai une motivation énorme d'être le meilleur courtier. Puis c'est pas contre les autres. Encore là, c'est contre moi, d'être la meilleure version de moi-même. À 40 ans, ben, j'étais à croiser des chemins. Puis là, je me dis, OK, là, tu l'as fait, t'as niaisé, je m'excuse de dire ça, fumer de la drogue, t'as fait tes tripes, là, maintenant, focus, vas-y à 100%, puis au moins, si ça marche pas, ben, man, tu vas l'avoir fait, puis tu vas l'avoir essayé. Puis, tu sais, j'ai une plus grande passion, j'ai un plus grand soif d'apprendre que j'avais en MMA. Je me suis quand même rendu assez loin dans cette optique-là d'être toujours un peu back. Fait que là, je me dis que si je mets, puis tu sais, je suis all-in. J'ai tout mis ce que j'avais là-dedans, puis si ça marche pas, ben au moins, je vais avoir essayé à fond, tu sais. Mais je me vois pas réussir, franchement, puis c'est sans prétention. Mais je m'inspire des plus grands, puis de tout ce que je peux. Si tu continues à te former, puis à apprendre, comme tu as dit, d'être coachable, c'est le secret aussi pour réussir, d'être bien entouré. Puis comment tu vois, pour conclure justement, le marché immobilier en ce moment au Québec, Canada, on voit que là, il y a les taux d'intérêt qui vont peut-être encore augmenter en juillet à 5% de ce qu'ils disent. Ouais. Comment tu le ressens, toi, le marché actuellement, sans avoir vu ce qui s'était passé avant, mais comment tu vois ça actuellement? Ben, c'est sûr que ça a baissé. Là, je vois que de 2022 à 2023, ça a baissé de 25%, mais c'est pour les nouveaux acheteurs un petit peu plus. Ceux qui ont moins les reins solides, ceux qui ont des sous,
Ils ont des sous. Ils vont acheter ce qu'ils veulent. Ça ne va pas les empêcher, ce taux d'intérêt-là. Puis en même temps, c'est souvent ton hypothèque va être par rapport à ta mise de fonds. Ouais. Si c'est une petite mise de fonds, ça va te faire mal. Puis c'est sûr que ça va faire mal à ceux qui ont essayé de profiter de ces taux-là bas qui étaient dans 2019 à 2022. Ceux qui sont en train de renouveler en ce moment, ils doivent capoter. C'est ça. Mais en réalité, il y a quand même un pourcentage de la population qui sont solides, puis t'as du monde qui veulent. T'as plusieurs types d'acheteurs, de vendeurs, mais t'en as qui veulent la loc, puis t'en as qui veulent se loger. Fait que dans cette optique-là, tu choisis un peu où tu mets tes énergies, où tu veux frapper, où est-ce que tu vas aller, qui tu veux comme client. C'est sûr que souvent, on m'explique que les premiers courtiers acceptent tout. Et les courtiers débutants vont accepter tout, puis ils vont un peu s'essouffler là-dedans parce que tu veux chercher, ce que je veux dire, c'est aller chercher les meilleurs clients qui vont te faire avancer puis qui te font pas perdre ton temps. Fait que tu le décèles assez facilement. Puis oui, peut-être que les maisons vont un petit peu baisser parce que là, le monde a dans leur tête encore ce trip-là de ma maison va aller en surenchère, je vais faire plus d'argent, je vais faire une passe. Après ça, il faut que tu te revives et tu l'achètes ta maison toi aussi. Fait que tu tombes dans la peau de l'acheteur après. Fait que là, le monde commence à comprendre, mais c'est sûr que les journaux puis les médias n'aident pas. Ils donnent une espèce de fausse... puis autant que ce soit pour la réputation des courtiers, que ces taux d'intérêt-là qui montent, ça va baisser d'un 5%, je dirais, le prix des maisons. Fait que, tu sais, si tu as besoin de te loger puis que tu as les sous, puis que tu as une bonne mise de fonds, ça va le faire. C'est temporaire de toute façon. Exactement, c'est cyclique. C'est ça, c'est cyclique. C'est toujours cyclique. Comme la bourse. En investissement, il y a des cycles économiques. Puis tu les embraces, comme j'aime le dire. Il y a une chute de marché. Let's go, on y va. Moi, j'ai acheté en octobre ma maison. J'ai acheté sans surenchère. Donc, je suis content. On a payé le prix qui était affiché. C'est bien. Moi, ma maison, par contre, on l'a vendue 56 000 de plus ou 54 000 de plus en surenchère. Donc moi j'étais content, j'ai comme le meilleur des deux mondes. Je suis à taux variable, mon hypothèque c'est un taux variable mais fixe, donc je paye toujours le même montant. C'est juste ma portion capital et intérêt qui change. Mais tu sais, je veux dire, c'est ça, tu as les reins solides, ça ne change rien pour toi. C'est le monde qui ont essayé de profiter de cette bulle-là, qui là peut-être le regrette un petit peu, puis le monde qui sont vraiment laissés emporter avec ce que ces 2 ou 3 années-là, c'est juste en train de se rééquilibrer, c'est juste en train de revenir à la normale. Donc, quelque part, on va toujours avoir besoin de se loger, on va toujours avoir du monde qui vont vendre. Il y a des divorces qui arrivent, il y a des successions, il y a toutes sortes de choses qui fait que faut juste que tu grindes un petit peu plus. C'est plus dur. Moi, c'est ce que je dis, tu sais, j'en parlais justement hier à Guillaume, qui est un de mes partenaires dans Lib. Je disais la chose que j'ai que les autres n'ont pas, en tout cas en moi, c'est la routine que j'ai. Moi, je vais continuer, peu importe. La discipline de j'ai pas envie d'aller m'entraîner, c'est lundi midi, il faut que j'aille m'entraîner. J'ai pas envie d'aller m'entraîner, c'est jeudi, faut que j'aille m'entraîner. Le vendredi, le samedi, j'ai cette discipline-là. Tu sais, moi, je poste sur TikTok, on s'était mis un défi, il fallait que je poste pendant 3 mois à chaque jour. Mais ça me tentait pas. Tu le grindes puis tu le fais parce que tu fais. Moi, c'est pour ça le parallèle des arts martiaux fait une différence en tant qu'humain, en tant que ta confiance, en tant que pour tout, je pense, ça va juste te modeler en tant que tous les défis que tu as. On a envie constamment des défis au gym tout le temps. Juste d'y aller, c'est une chose. Après ça, c'est de compétitionner. Toi, tu fais du jiu à un niveau, fait que tu sais que tu vas te prendre des gars durs, chaque rôle va être dur, chaque rôle va t'amener un défi, puis dans ta tête, tu es habitué à ça. Tu es habitué de rouler j'appelle ça dans ce bassin-là de requin. Tu sais, puis il y a du monde qui vont juste regarder le bassin, qui vont s'entraîner à y aller, puis ils vont jamais sauter à l'eau. Faut que tu y ailles, puis faut que tu t'habitues à rouler dans cette eau-là. Moi, je crois beaucoup au sport dans la vie. J'ai fait de la musique aussi, beaucoup. Je pense que c'est pas pareil la musique et le sport, même si oui, ça me tentait pas de travailler mes gammes, je vais travailler, mais tu sais, il y a rien comme le sport où tu vas finir magané, parce que peu importe le sport que tu fais, je parle pas juste des arts martiaux, que tu fasses de l'entraînement fonctionnel, du hockey, du soccer, tu finis, t'es magané, t'as mal partout, t'as mal au dos, aux gens, etc. Puis j'en ai parlé à l'autre podcast avec Mathieu Davio, mais un gars un gars sur Instagram disait que lui, quand il embauche des gens, il essaie de prendre des sportifs pour la simple et bonne raison que c'est des gens qui ont une routine, qui sont disciplinés, qui ont connu des défis, qui ont connu l'adversité, puis que pour lui, ça va être les
top même s'il y a un défi, même s'il y a une situation de crise, ils vont être en mesure de la gérer 100%. tellement ils ont géré genre une coupe de poids. Moi, j'en ai pas fait beaucoup. Admettons, je perdais 10 livres avant mes compétitions de judo quand j'en faisais. Mais quand je vois les gars autour de moi, pour moi, c'est la chose la plus top. C'est même pas d'aller me battre, là. Ce serait de perdre ce poids-là, de cette discipline-là, de ne pas manger, enfin, en tout cas, de tout vérifier pendant les dernières semaines, la déshydratation. Je veux dire, c'est une discipline en soi. Faut quand même, en fait, faut être malade mental. J'ai l'impression pour faire ça. Faut que tu t'inspires des tops, puis tu dis, puis tu t'entoures aussi. Tu t'entoures du monde qui vont dire non, check, faut que tu le fasses. Puis si tu le fais pas, c'est ça qui arrive. Puis là, au bout de la ligne, ben c'est toi qui payes. Puis à un moment donné, tu vas faire une fois. Puis si tu gardes pas cette discipline-là, ben le monde autour de toi va se tasser. Ils voudront pas t'aider. Mais si tu grindes, puis tu montes ton intérêt, puis j'aime dire enthousiasme avec le processus, ben le monde va t'aider. C'est contagieux. Puis le monde, tu finis par développer une mentalité de faire. T'acceptes pas, puis peu importe les échecs ou quoi, faut se relever, puis faut continuer. Puis ça fait qu'après ça, les petits bobos de la vie sont faciles, entre guillemets. Pas facile, là, mais ton mental, mais ça devient autre chose. Ça devient, puis c'est la même chose pour moi, l'immobilier, ou peu importe ce que tu fais. C'est ta zone de confort. Il y a une image où j'en ai déjà parlé plein de fois. C'est comme un rond. C'est ta zone de confort. Puis après, il y a un autre rond autour. Puis tu sors de ta zone de confort. Puis ce plus gros rond-là devient maintenant ta zone de confort. Exact. Tu sais, comme je me souviens, j'ai voulu aller tourner des vidéos de rue. Donc, interviewer le monde. Puis en échange, donner des livres. Ça n'a jamais marché. Je l'ai essayé de le faire. Je suis allé à Drummond avec mon frère dans un centre commercial. C'était que des vieux. Puis là, j'étais comme, on aimerait vous poser quelques questions sur les finances personnelles. Je stressais pour vrai. Là. Puis pourtant, je suis pas un gars, j'aime parler. Je fais des podcasts, d'aller. Tu me connais, là, j'ai aucun problème à être confronté à certaines choses. Mais ça, c'est ma zone de confort qui est là. Puis j'arrive pas à sortir de ça. Puis j'aimerais ça avoir le guts d'aller dans la rue. Puis je vais t'interviewer. Mais on dirait que j'ai comme la chienne. Je prends ma mère quand on est arrivé ici au Québec. Ma mère, tu disais, il faudrait que tu ailles à Montréal en voiture. À Montréal en auto, c'était comme, et voyons, je peux. Puis maintenant, elle s'en va whatever, elle s'est rendue chez le chiro. Puis elle est sortie de sa zone de confort. Puis tu sais, en ce moment, ma mère, elle est au Portugal en vacances. Elle a loué une voiture là-bas. Puis tu sais, ta zone de confort, elle grossit, elle grandit, mais il faut prendre le temps de sortir. Puis de toute façon, il faut le faire. Il faut arrêter de penser, puis il faut foncer, il faut le faire. Puis c'est tellement valorisant, en tant qu'humain, de justement toujours se dépasser. Puis si je me dis, ça réglerait tellement de choses, de conflits ou de quoi que ce soit, parce que souvent, c'est un manque de confiance. Puis je reviens encore aux arts martiaux. Il va y avoir deux gars qui vont se détester. Je dis souvent ça, là. Mets-les, là. Ferme-les dans la chambre ici, 5 minutes de temps, là. Go, battez-vous, là. Des gants, pas pour se tuer, là, mais 5 minutes après, ils vont sortir, ça va être des chums, je vous jure. Ça va être fini, ou même s'ils vont se respecter à la fin. C'est comme, fait que. Puis, il y a tellement, comme souvent, de dépression. Puis ces choses-là similient pas de la maladie mentale, mais du monde qui ont de la misère. Puis qui se développent pas, puis ils osent pas. Fait qu'ils sont dans leur petit cercle, puis ils rêvent du grand cercle, mais il fait pas la transition, puis il va pas, il ose pas. Mais tu sais, si il oserait, ben ça changerait. Il serait valorisé, il serait content, il ferait comme « Wow, OK, wow, là, je passe à l'autre étape. » Je l'ai fait, puis c'est valorisant, puis c'est bon pour ton mental, puis ta confiance, c'est la base. Tu vas voir du monde qui vont parler contre les autres. Souvent, c'est un manque de confiance en lui. Du monde qui c'est toujours si tu grattes, tu te rends compte que il croit pas en lui, il n'ose pas, il a échoué, mais il n'a pas continué. Il disait la majorité des gens qui parlent contre toi, habituellement, c'est des gens qui réussissent moins bien que toi. Exact. C'est quand tu parles contre quelqu'un, souvent, c'est parce que la personne réussit mieux que toi. Ben oui, ça te dérange, ça te choque, ça te met face à ta réalité, à toi. Fait que c'est souvent toi contre toi. Tu sais, ça va être souvent ça. Puis c'est un peu ce qui a créé modelé, je dirais, mon personnage d'immobilier. C'est ça qui fait. Puis avant, ben là, je veux pas aller rencontrer lui, je veux pas aller au podcast. Ça m'angoisse. Hein. À cette heure, je veux, au contraire, je veux que tu comprennes mon histoire. Je veux que tu. Puis ça me fait plaisir d'en parler. Puis au contraire,
ça me fait grandir, tu sais. Fait qu'au bout de la ligne, comme je disais au début, d'être la meilleure version de toi-même, il faut que tu ailles chercher ce que tu as, puis il faut que tu commences quelque part, puis au bout de la ligne, ben, on est des hommes, puis c'est la base on est quand même des simili-primates. Si on n'a pas confiance en nous, on fera rien, tu sais. Puis il y a tellement de monde qui n'a pas confiance en eux. Je vois du monde, puis tu sais, j'ai mon beau-frère qui était mélangé dans « j'y vais faire du jiu ». Il habite à Chambly, s'est inscrit à Chambly. Ça a changé sa vie au complet. Maintenant, il y a un sentiment d'appartenance, il y a une petite équipe, il y a confiance en lui. Les gens ont besoin d'une communauté. Peu importe ce qu'on dit, les gens ont besoin d'avoir une communauté. Ah oui, c'est important d'être associé à quelque chose. Puis au jour le jour, dans tes moins bons moments, tu sais, la motivation, c'est relatif. Il y a des jours, le lundi, je suis hyper motivé. Puis mardi matin, pourquoi la crime, je la sens pas aujourd'hui? Donc, c'est là que ta discipline va embarquer. C'est là que moi, je mets tout le temps sur MMA. Ton muscle memory va embarquer. C'est là que peu importe. Puis au bout de la ligne, après avoir fait ça, à 5 heures le soir, du mardi matin, que tu n'étais pas dedans pantoute, ben, je suis bien. Ouf, je suis bien, c'est cool. Pour conclure, Joe, on pourrait parler des heures. Des quoi? On pourrait parler des heures. Ah, c'est ça. Mais pour conclure, si tu devais retourner à 20 ans puis te donner un conseil, ou à 15 ans, ce serait quoi? Lâche pas. Je pense que tout ce que j'ai vécu. Tu sais, as-tu vu Slumdog Millionaire? J'ai écouté ça avec ma blonde. Si c'est écrit, est-ce que j'ai arrêté, tu sais, c'est écrit, mettons. Est-ce que tout ce que j'ai vécu à ce moment-là, je l'avais pas vécu? Est-ce que je serais comme ça aujourd'hui? Est-ce que j'aurais compris ça? Donc, si j'avais pas fait le party, si j'avais pas fait ça, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais envie de faire le party à 40 ans puis commencer à prendre des mauvaises habitudes puis tout. Je l'ai fait avant. Donc, je dirais, let's go, lâche pas et confiance, tu sais. Ça va bien aller, tu sais. C'est cliché, cette phrase-là, mais tu sais, je trouve ça important d'avoir vécu tes choses puis d'avoir cette expérience-là. On dit souvent l'expérience, ça s'acquiert. Donc, ça build un peu qui on est. Puis quand c'est le temps d'arrêter de niaiser, si tu as niaisé en masse avant, tu as moins envie de niaiser peut-être à 40. C'est comme moi, c'est pour ça que je te dis, je suis à la croisée des chemins. J'ai vécu mes choses. Je vois pas l'intérêt de le refaire ou si je le refais, si je me remets dans des positions comme ça, c'est parce que je suis pas bien ici. Parce que je suis pas bien ici. Puis je suis pas bien dans mon corps. Si les trois rentrent en ligne de compte, ça va faire un package incroyable. T'sais, c'est sûr si t'es pas bien dans ton corps, t'es un gros, tu fais pas de sport. Gros, en tout cas, je m'excuse pas. Si t'es pas en shape, ça va créer que dans ta tête, tu seras pas bien. Fait que c'est tout un package qui fait qu'ensemble, tu deviens imbattable. Tu deviens, t'en veux, puis chaque défi est c'est une synergie de ta santé physique, santé mentale, ce que tu fais, ce que tu accomplis. Tu rentres le soir, tu regardes tes enfants, enfin en tout cas moi, ma fille, puis je me dis aujourd'hui, man, j'ai une super bonne thé, j'ai une journée bien accomplie. Ça te met en confiance aussi pour bien élever tes enfants. Exactement. On a eu un peu assimilé la même enfance, on en a parlé déjà en privé. Puis, tu sais, ça, c'était une de mes craintes de faire ce que... Tu sais, nos parents, moi, c'est des baby boomers, fait qu'ils étaient un petit peu simili tout croche. Puis là, tu dis, si je vais être comme ça, tu sais. Mais là, tu le gardes en tête, puis tu dis non. Puis mon père me disait tout le temps, tu vas voir, mec, t'as des enfants, tu vas comprendre. Puis là, j'en ai des enfants. Puis, parfait, tu sais, t'as fait ça, ben, je ferai pas comme toi, tu sais. Je suis pas parce que... Puis, je suis pas assez faible pour me laisser aller là-dedans. Puis, tu sais, aujourd'hui, je suis conscient de ça. Fait que, tu sais, il faut croire en nous. Puis, un de mes amis qui disait, tout est possible. Fait que tout est possible. Il n'y a rien. La seule limite qu'on a, c'est celle qu'on se donne, tu sais. C'est vrai. Fait que, dans cette optique-là, tout est possible. Joe, on peut te retrouver sur Instagram, Facebook, Jonathan Vallée Immobilier. Ouais, exact. De toute façon, on va mettre les liens en dessous. Yes. Puis, si vous avez des questions pour Joe, si vous cherchez un courtier immobilier, si vous avez aimé sa vibe, si vous vous dites, je pense que ce gars-là pourrait m'aider à... Je suis à Chambly, je suis Rive-Sud, dans le coin, c'est mon secteur, donc je peux vous aider dans ce secteur. C'est sûr que si t'es à Sept-Îles, ça va être plus compliqué, mais Chambly, Rive-Sud, c'est sûr que je peux t'aider. C'est parfait. Merci à tous, puis on se voit au prochain podcast. Merci.